Et bienvenue à cette troisième conférence sur l'art déco. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux à ce rendez-vous de rentrée et nous vous en remercions chaleureusement. Après une première conférence sur l'art déco en France avec Dominique Dussol qui a eu lieu en mars dernier, nous sommes heureux de lancer un nouveau cycle de conférences, de rencontres sur l'ensemble du territoire landais. Cet événement est le premier d'une série organisée par la Conservation départementale des musées et la Direction de la culture. Pour découvrir la programmation complète, vous pouvez consulter notre dépliant que j'ai là et ou vous rendre sur le site internet du département. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'art déco dans les Landes. Et ce grâce à l'excellent travail de recherche de Vincent Mathéos, notre invité d'honneur. Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conservateur départemental des antiquités et des objets d'art au Conseil départemental des Landes et vous allez nous révéler la richesse insoupçonnée de son patrimoine dans notre département. Je ne vous en dis pas plus, je lui cède la parole. Et très bonne conférence à vous. Merci. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être venus. Alors je vais essayer de pour présenter l'art déco dans les Landes, je vais essayer de sortir justement de tout ce qu'on connaît sur l'art déco. Et mon travail, et surtout, ce n'est pas un travail approfondi en général, parce que c'est un travail qui aurait demandé 10 ans de recherche, etc. Ce n'est pas possible. Moi, en tant que conservateur des objets mobiliers, j'ai recensé des objets, donc je vais vous faire surtout rentrer dans mes sacristies et je vais aussi vous faire sortir des palais, tout ce qu'on connaît. Donc il y a un travail in situ, dans les églises, sur le territoire, et un travail dans les archives départementales. Et alors, sous vos yeux, vous avez un carton d'invitation, et ce carton d'invitation, à lui tout seul, il dit tout. On va essayer de le décrypter et je pense qu'il est fort intéressant. Donc les arts décoratifs, effectivement, on retient une date fondamentale qui est 1925. Mais on sait très bien que les arts décoratifs, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas 1925. C'est le 19e, la fin du 19e siècle et les arts décoratifs, c'est plutôt 1910, 1925, 1939 et 1940, jusqu'aux années 60. Mais nous allons décrypter ensemble ce carton d'invitation qui fut envoyé à l'ensemble des préfets des départements. Et ce carton d'invitation, il est fort intéressant parce qu'il dit, donc, lors de l'exposition universelle, on invite des pays étrangers, on invite aussi les départements, les régions, et on invite aussi tous les artisans. Alors si on regarde bien, cette frise, elle est fort intéressante. Pourquoi? Donc on a les arts de la peinture, on a les arts du jardin. On sait très bien que les arts décoratifs vont énormément élaborer le jardin. Nous avons aussi une disqueuse, une meuleuse, j'en sais rien, mais ça parle, etc. Nous avons aussi ici du papier roulé, du papier roulé, c'est le papier peint. Et ce qui est fort intéressant, vous avez ici les symboles des architectes, mais vous avez aussi le symbole de l'architecte, donc du compas qui est sur le maillet. Ça veut dire que déjà, en 1925, la raison allait dominer sur la passion. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'art déco veut évacuer l'art nouveau, donc qui est l'émotion. On veut rejeter cette notion de fantaisie. Et l'art déco, les chroniqueurs de l'époque vont parler de la raison qui va prédominer. Ça, c'est important. Alors, vous avez tout un ensemble de roses. On pourrait dire, tiens, c'est la déco, etc. C'est enfantin. Pas du tout. Parce que Cocteau, parce qu'il y avait Cocteau, il y avait Poiret, tous ces artistes-là vont dessiner et prendre comme symbole des arts décoratifs la rose. Et la rose, on le retrouvera un peu plus tard, vous le verrez par la suite, dans le mobilier plutôt régionaliste. Dans les arts décoratifs du haut de gamme, on ne trouvera pas. Donc dans cette carte postale, elle dit déjà tout. Donc la raison et surtout la rose. Il faut surtout retenir. Alors j'ai plein de diapos à vous passer. Alors j'ai hésité avant de mettre cette image parce que il est important de parler justement des arts décoratifs. Pourquoi les arts décoratifs? On sait que nous sommes dans une période
plein d'intellectuels, Breton, Matisse, Magritte, tous ces artistes-là vont contribuer à bouleverser les arts décoratifs, mais surtout l'école de Glasgow. Pourquoi l'école de Glasgow? C'est très important, parce qu'elle se trouve en Angleterre. Elle est conçue en 1845, c'est une vieille école, c'est une école qui forme au dessin. Et Louis-Rémy Mackintosh, donc Louis-Rémy Mackintosh qui lui-même ira dans l'école de Glasgow, qui lui-même, après en 1897 à 1903, il va reconstruire cette école des arts décoratifs, mais cette école des arts décoratifs va surtout influencer les nouveaux architectes, une nouvelle pensée qui va évacuer cette notion du 19e. Pourquoi le 19e? Parce que si on reprend, d'ailleurs Mackintosh, et on verra aussi Mallet Stevens, qui est aussi le père de l'art déco, on le verra par la suite, ce sont des gens qui veulent évacuer tout ce 19e où le mobilier est très massif et très symbolique aussi, parce que quand il est dessiné, décoré, il y a toujours une symbolique qui ramène à une royauté, qui ramène à un personnage, etc. Et là, ces artistes-là, ils veulent effectivement évacuer le 19e. Ça, vous avez reconnu, c'est l'école du Bauhaus. Évidemment, le Bauhaus, c'est hyper important. Là, nous sommes dans l'atelier des maîtres. Parce qu'effectivement, avant de faire l'école des arts décoratifs, il y a tout un laboratoire. Et donc, le Bauhaus, c'est très important parce qu'il y a aussi tout un apprentissage des métiers, le tissage, etc. Mais il y a aussi une gradation des métiers et des personnes. Donc, je voulais un peu en parler. On pourrait y passer 1 heure ou 2 heures, mais c'était important de ne pas évacuer cette période-là parce que l'école de Glasgow va rayonner sur l'ensemble du monde. Il faut savoir, elle va influencer tous les artistes français, etc. Et le Bauhaus, effectivement, va aussi influencer les arts décoratifs, même si, effectivement, en 1933, Hitler, le nazisme, ils vont fermer, mais c'était important de les mentionner. Alors, on va aller très très vite. Donc, dans les départements, ils vont recevoir des invitations. Donc les élus, les maires vont recevoir un carton d'invitation pour pouvoir y aller. On sait très bien que le préfet peut inviter les communes. Ça, c'est des documents d'archives. C'est des documents assez rares parce que je pensais effectivement ne rien trouver. On me dit, mais tu sais, l'art décoratif dans les Landes, il y a très peu de documentation, ce qui est assez vrai. Le fond des archives départementales est assez pauvre, mais effectivement, on sait très bien que les arts décoratifs donc, se dérouleront en 1925. Alors j'essaie de trouver les diapos. Donc l'exposition de Paris se situe entre les Invalides donc, et la Tour Eiffel. Donc, et on verra, il y a 2 tours bordelaises. Alors, je suis un peu perdu, c'est l'émotion, excusez-moi, c'est normal. L'exposition internationale des arts décoratifs de Paris 1925. Là, vous avez tout. Donc, vous avez la tour de droite au fond, c'est la tour bordelaise. C'est dans la tour, effectivement, les vins sont représentés. Et ce qui est important, c'est que les Landes vont être très très bien représentées. Et on va découvrir les Landes. Les Landes qui est représentée par une peinture de François Roganeau. Donc c'était un artiste peintre. Il fut aussi le professeur à l'École des Beaux-Arts. Nous avons ici l'allégorie du travail des Landes, qui est représentée par Cérès, donc la déesse. Si vous regardez bien cette déesse, qui est très contemporaine, qui est très très belle, très très fine. Elle est assise sur une charrette qui est tractée par des chevaux. Vous avez un landais qui lui fait vraiment très landais, il fait vraiment le landais avec son béret. À l'arrière de ce landais, vous avez un berger avec son troupeau. Cérès enserre une amphore dans laquelle on mettait autrefois la résine pour en faire l'essence térébenthine. Elle est totalement dénudée. Et aussi, l'amphore, autrefois dans l'Antiquité, on y mettait l'essence térébenthine. Et vous avez le dieu Pan. On le reconnaît avec sa queue de bouc. Le pauvre, il a été maltraité dans l'Antiquité. Il n'était pas aimé parce qu'il était très, très, très laid. Il est aussi l'inventeur du siris, donc du sirène. C'est un instrument de musique. Et effectivement, le dieu Pan est aussi le protecteur des bergers. Alors cette peinture actuellement se trouve au musée des décoratifs de Bordeaux et elle est très intéressante parce qu'elle date de 1925 et alors là on voit le détail, on voit bien le dieu Pan, sa queue de bouc, etc. C'est très 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 beau. Voilà, ça c'est pour le plaisir de la vue. J'ai fait rien? Non. Et là nous nous trouvons à Hossegor, à Seignos. À Seignos, Vidal va peindre effectivement en 1924, au salon de 1924, il présente aussi le travail de la forêt.
la composition, l'inspiration est un peu la même. Mais là, on retrouve que, vous allez voir, les Landes, le problème des Landes de l'art déco, c'est que l'art déco va rester très régionaliste, il reste très attaché à ces cultures. Parce que si on regarde bien cette œuvre d'André Vidal, qui était artiste peintre à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, il expose cette œuvre-là en 1924 au Salon d'automne. Le Salon d'automne, c'est quand les artistes veulent présenter une œuvre pour pouvoir justement se promouvoir. Elle est fort intéressante parce que ce n'est pas la même composition qu'on a vue de Bordeaux, mais l'esprit est là, et ça c'est intéressant. L'art décoratif, on le voit, inondé l'ensemble du territoire. Après, dans le sud-ouest, il y a Bordeaux, Dax, Pau et le Pays Basque. On passe, donc on a compris qu'effectivement, les arts décoratifs sont impliqués. Miles Stevens est très important. On va consacrer quand même 2 minutes à Miles Stevens. Miles Stevens, au départ, il se cherche. Il a fait surtout beaucoup de mobilier. Il va être le père des arts décoratifs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va énormément travailler le béton. Il va travailler le béton, il va surtout faire des villas, des somptueuses villas. Il va faire que des particuliers. Il fera des vaisseaux, d'ailleurs ce qu'on appellera des paquebots. Il fait des villas à entre 2000, parfois jusqu'à 2500 mètres carrés habitables, etc. Lors de l'exposition internationale des Beaux-Arts, il fait ce campanile qui sera reproduit sur l'ensemble du territoire à cette période-là, mais aussi sur un plan national. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, souvenez-vous de ce dessin, parce qu'on le reverra à la fin. L'arbre cubiste, c'est un arbre qui fait à peu près 8,50 m. Et il faut savoir que le béton armé, parce que quand on parle de la notion de béton, le béton existe déjà dans l'Antiquité. Déjà au 3e, 5e siècle avant Jésus-Christ, la notion de béton existe, mais pas armé. L'armé, c'est quand on y met du fer ou des fibres, etc. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, il va concevoir, pour les frères Martel, il conçoit un arbre que j'aimerais bien avoir dans mon jardin, mais que je n'ai pas, un arbre de 8,50 m et qui sera repris après, dans les années 2022-2023, sur Montpellier. Ce campanile est important parce qu'effectivement, on pensait ne pas en trouver dans le département des Landes, il y en a un. Miles Stevens est important parce qu'effectivement, il fait l'école des Beaux-Arts, il sera aussi professeur à l'école de Lille, donc c'est un homme qui, effectivement, pendant sa période en tant qu'architecte, il sera très peu mal connu ou pas forcément valorisé, alors que lors de l'exposition internationale de 1925 et 1937, c'est lui qui va concevoir des bâtiments et des édifices. Il sera réhabilité à partir des années 1980. À partir de 1980, on redécouvre Miles Stevens, mais Miles Stevens c'est très important parce qu'effectivement, c'est un homme qui effectivement va s'entourer des surréalistes et qui va s'entourer d'artistes, etc. Et il est un des pères de l'architecture moderne. Ça, c'est très important. Je suis un peu désolé d'aller vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de diapos, je sais qu'il fait chaud, je voudrais que ce soit confortable pour tout le monde. Au niveau des archives départementales, au niveau de la presse, c'est très peu relayé. J'ai cherché, j'ai très peu d'informations. On expose effectivement, lors d'un journal, le Républicain Landais, nous indique qu'effectivement, il y a l'exposition va cesser, donc elle finit le 7 novembre 1927. Et on a très peu d'informations. Ce n'est pas relayé, c'est du tout relayé. Donc on sait très bien qu'effectivement, ça c'est important, les sculpteurs Robert Vlerick, le maître céramiste Cazot et Despio ont été récompensés. J'ai cherché les récompenses, c'est bien d'avoir ce type d'informations, mais je n'ai pas trouvé les informations. Mais c'est important de savoir qu'ils ont été mentionnés dans la presse de cette époque. On rentre dans le vif du sujet de l'art décoratif dans les Landes. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps pour vous expliquer ce que c'est la période intellectuelle et philosophique, parce qu'en réalité, les arts décoratifs, c'est avant tout les intellectuels, les philosophes qui vont porter cet art-là. C'est-à-dire qu'avec l'école de Glasgow, qui fait une rupture, non pas avec les élèves manuels, pas du tout, on ne rejette pas l'esprit manuel, mais on veut de l'excellence dans le manuel, dans l'artisanat. On veut un artisanat d'excellence. Et je pense que Stevens, c'est ce qu'il a recherché dans son travail. Mais ça, c'est très bien. Là, voilà les Landes et les arts décoratifs, en partie. Je vais très peu traiter Dax, parce qu'effectivement, Dax, il y a beaucoup de Dax, et dans Dax, il y a beaucoup d'arts décoratifs. Mais ce document est très intéressant. Une revue spécialisée où Léon Seleguis, architecte landais,
est mentionné, mais ce qui est très intéressant, c'est que Dubroca, un artisan de Lot-et-Garonne, promeut son art du béton. Il dit qu'effectivement, il fait l'église de Broca-les-Forges, donc on a l'église de Broca-les-Forges. Il aménage son entrepôt à Mont-Larsan. On verra, c'est probablement le seul et unique bâtiment public de cette époque-là, vraiment art déco. Il fait la villa de la Roseraie à Gedmo, qui existe toujours. Et il réalise aussi une maison au second. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous expliquais en début, les arts décoratifs dans les Landes, même dans les maisons, il y a la présence de l'art décoratif, mais il y a toujours une touche, une empreinte de l'art régionaliste. L'art régionaliste, le régionalisme, c'est quoi? C'est l'art qui est rattaché à la région. Et nous, dans la région, c'est surtout les aériaux. Si on voit les fermes, hein, si vous voyez les fermes, mais j'aurais dû mettre une ferme, et on va reproduire la pierre, la fougère, etc. Et dans l'architecture landaise, on va y retrouver ça. Ce qui était intéressant, c'est que, justement, en 1928, un riche propriétaire se fait construire sa maison. Vous avez la façade, cette façade-là, qui est art déco. La façade de droite, qui est néo-landaise. Et d'autre côté, elle est néo-basque. Hein. Voilà la maison telle qu'elle est aujourd'hui, hein. Elle existe encore. On ne veut fâcher personne, mais on veut montrer le modernisme. Là, il n'y a pas photo. La suivante, je suis habitué à toujours dire la suivante, là, sur ce coup-là, c'est moi qui dois le faire. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le document. Ah, on ne voit pas le cube. Voilà. Voilà le cube, l'art décoratif. Là, on est vraiment dans l'art décoratif. L'art déco, c'est quoi? En général, c'est la pierre lisse. Là, vous avez des colonnes cannelées qui sont un peu travaillées. Vous avez la ferronnerie d'art, au lieu d'avoir une ferronnerie d'art très chargée avec des volutes, style Louis XV, Louis XVI, etc., on va épurer au maximum. On retrouvera souvent, on le verra par la suite, sur les vantaux de porte, on y retrouve surtout l'onduline de la vague. Voilà vraiment un bâtiment qui veut montrer sa position sociale. Le bâtiment montre la position sociale, montre qu'effectivement on est moderne, mais on montre aussi qu'on est un peu néoclassique par rapport à l'ensemble des bâtiments. Cette maison-là existe toujours. Là, Prenuti est connu par tout le monde. Prenuti, on verra, il a fait énormément de maisons. Celle-ci se trouve à Gabarret. Il va réaliser en 1928 pour le docteur Massé, un riche, un médecin qui a 40 ans. Ce médecin va solliciter Prenuti pour réaliser sa maison. Et effectivement, c'est une maison en façade. L'habillage est totalement art déco. Donc effectivement, on va le voir par la suite. Alors, c'est important d'avoir les plans de l'architecte, parce que parfois, on peut attribuer une maison, mais on n'a pas le plan. Et souvent, alors Prenuti ne signait pas toutes ses maisons, il l'a fait, mais là, on sait très bien que c'est Prenuti, on a sa signature, on a le nom du propriétaire, et effectivement, Prenuti va respecter la totalité de cette villa. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'est tout. Pardon? Des questions? J'entends des gens parler. C'est à Gabarret. C'est toujours à Gabarret. Cette maison a été à l'abandon pendant plus de 40 ans. C'est un jeune couple qui l'a récupérée. Effectivement, ils l'ont un peu modifié. Ils ont enlevé les contrevents. On retrouve les colonnes cannelées qu'on retrouve surtout dans l'art déco. L'art déco, on veut évacuer la notion de décor, hein, on veut lisser. L'art décoratif, la couleur qui prédomine, c'est surtout le blanc. Ça, c'est très important. Le balcon, là, on est vraiment sur un balcon art décoratif. Il n'y a plus la console, c'est-à-dire que dessous, souvent, il y a des consoles qui descendent, qui sont décorées, qui sont sculptées. Là, elles disparaissent totalement. Vous avez, on va le voir par la suite, des très beaux vantaux de porte en fer forgé qui sont toujours d'époque. Là, on a un très très beau bâtiment encore conservé qui aurait dû être quand même détruit. Ça, c'est beau. Alors, excusez-moi, je bois beaucoup. Alors, regardez bien ces vantaux de porte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne le mettrai pas dans ma conférence, mais en 2021-22, dans un village de la Haute-Lande, des propriétaires ont acheté une maison qui date de 1846. Ils ont fait aussi le choix de faire ce type de vantaux de porte en fer forgé. Et c'est important parce que les futurs historiens de l'art, dans 100 ans, quand on reviendra étudier ça, ils vont se dire, tiens, une maison du 1846 qui a été probablement remaniée
à l'époque des arts décoratifs, donc on peut penser qu'elle a été remaniée dans les années 1800, 1930, etc., 1925. C'est faux. Et donc la datation, c'est un peu compliqué la datation, parce que là, par contre, là, les vantaux sont d'époque. Regardez bien ce travail ondulé qu'on retrouvera surtout Raymond Sub, qui est un grand maître ferronnier d'art, va utiliser cette méthodologie. Là, vous avez vraiment des vantaux de porte art décoratif, on retrouve la vague, etc. Mais c'est un peu compliqué. Les portes sont plutôt néo-renaissance, 17e, 18e. C'est un peu compliqué. On veut montrer qu'on a un peu un esprit un peu conservateur. Ça veut dire qu'on est moderne, mais on conserve. Et vous avez une cheminée plutôt Louis-Philippe, mais vous avez quand même aussi une cheminée art déco. Là, c'est épuré, c'est du plaquage sur une cheminée. Excusez-moi, Louis-Philippe, mais pourtant, Oui. sur les montants, on a l'impression que c'est art déco. Là, Oui, voilà. oui, mais j'ai des doutes. J'aurais pas mis. Rosace et puis Oui. comme des épis de G. On sait pas. On hésite. Oui. On hésite. C'est une entre-deux. C'est un entre-deux. Mais c'est intéressant. Pour moi, elle n'est pas art décoratif. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus épuré et effectivement beaucoup plus stylisé. Encore plus stylisé que ça. J'aurais été excessif dans le décor stylisé. Parce que justement, on est dans la région. Et le régionalisme, on n'épure pas totalement l'art décoratif vraiment, vraiment, vraiment stylisé. Mais votre remarque, vous suivez. Je tenais quand même à remercier la famille qui a effectivement voulu bien m'accepter parce que dans mes images, il y a très peu de photos humaines. Là, nous partons à Morsinx. Cette maison, c'est pareil, a été abandonnée pendant des années 40 ans. Elle a été réalisée pour un riche propriétaire. La problématique, c'est que la couleur ne correspond pas au style. Albert Pomade va vraiment la réaliser, donc on est vraiment sur un bâtiment art décoratif. Le balcon, maintenant, vous avez compris, le balcon totalement, la ferronnerie d'art, vous voyez, il n'y a presque plus rien, on est pur. Mais dans la frise courante, cette frise qui décore, on est encore ce qu'on appelle des génoises, cet élément de décor qui rappelle la tuile débordante pour protéger les murs gouttereaux. Et bien effectivement, on retrouve cette génoise-là. Donc il n'y a pas cette rupture complète dans l'art décoratif. Pour moi, l'art décoratif, il n'y aurait pas cette présence justement de cette génoise. Cette maison a été sauvée il y a à peu près une vingtaine d'années. Il y a un couple qui habite et peu à peu, ils essaient de la restaurer. L'intérieur, il y a très peu d'éléments art décoratif. On est surtout dans plutôt un esprit 18e. On sait très bien qu'effectivement, pour moi, de la réalise, c'était caché, mais j'ai réussi à le trouver. La cheminée, par contre, elle est art déco. C'est une des rares cheminées qui a été conservée. Si je vais trop vite, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Là, je vous télétransporte à Monarsan. C'est un rare bâtiment art déco. C'est à Monarsan. C'est chez Marius. C'est un quincaillier dans les années 1930, 1920, 1925 se fait construire sa maison, son appartement, mais effectivement, c'est son bâtiment. Là, vous voyez, c'est plaqué en marbre, et c'est vrai que la mosaïque, c'est très important, parce que la mosaïque, c'est l'instrument et le décor utilisé dans les arts décoratifs. Parce que c'est facile à nettoyer, on le reverra aussi dans les hôpitaux, c'est parce que c'est très facile à entretenir, etc. Mais c'est vrai que la mosaïque, c'est un rappel, là, ça c'est du marbre, c'est un faux marbre qui est accolé. Là, vous avez un bâtiment, un des rares bâtiments art déco dans la rue principale de Monarsan. Et c'est ce genre d'éléments que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est la rareté. Parce que tous ces bâtiments-là, aujourd'hui, on a tendance un peu à les oublier, à les délaisser, alors que les belles maisons bourgeoises, etc., on s'y intéresse énormément, alors que le petit reste très esselé. Franck Bonnefou, c'est très important, donc on le verra par la suite. Il réalisera, c'est un architecte montois, il fait l'école des beaux-arts de Bordeaux, et il est l'élève de Léonce Léglise. Ça c'est important parce c'est son mentor. Alors vous allez très vite vous rendre compte que Léonce Léglise est un peu mon architecte préféré, parce qu'il aurait été probablement un des architectes qui aurait pu faire plein de choses, mais on le verra par la suite. Ça, c'est important parce que c'est dans la rue principale. Mont-de-Marsan, c'est une ville dans laquelle l'architecture, aujourd'hui, est délaissée. Elle n'est plus pensée. Pourquoi? Parce que, justement, au 19e, à l'époque, on le verra par la suite, entre 1894 et 1950, il y avait ce qu'on appelle les HBM, mais ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, on promeut énormément les architectes. Il y avait beaucoup d'architectes, et à partir des années 1950, on va évacuer les notions d'architectes dans les villes, et aujourd'hui, on délaisse un peu ce type d'édifice. Vous retrouvez le bâtiment, effectivement, qui a été fait par Marius.
Ça, c'est pas du tout art déco, c'est pas du tout régionaliste, c'est plutôt toscan, mais c'est intéressant parce que là, le riche propriétaire fait appel à l'architecte de Biarritz, il veut se démarquer, et j'ai rencontré le propriétaire, il ne voulait surtout pas faire de l'art déco parce qu'il en avait un peu peur, mais il ne voulait pas faire de l'art régionaliste. Ça, c'est à Campette. Alors ça, je viens de le voir, je viens de le découvrir récemment. Ce qui est important, c'est que toutes ces villas, tous ces bâtiments, parce qu'on sait qu'au XVIIIe, c'est surtout les châteaux, les grandes villas, mais il va falloir aussi meubler tous ces bâtiments. Il va falloir les habiller, etc. Et Mallet Stevens, on sait très bien qu'à l'époque de Mallet Stevens, on va concevoir beaucoup de mobilier très épuré. Donc c'est-à-dire qu'on ne veut plus un mobilier massif, lourd, très décoré, très chargé. On veut évacuer ça. Et dans le grenier de ce fameux monsieur, il y a ce mobilier qui correspond à la période art déco, mais qui n'est pas art déco, mais qui a probablement été conçu à cette période-là. Mais à cette période-là, Loquet, il était installé à Agelmont, a fait du mobilier art déco. On sait très bien qu'il a produit du mobilier art déco. Il y avait beaucoup de mobilier art décoratif dans les Landes. On sait très bien qu'il vient livrer à Agelmont une glace, mais il le mettrait très bien, effectivement, en 1935, il vient livrer donc, cette commode et la glace, et il fabrique du mobilier moderne de l'époque. Ce fameux Loquet, qui est un fabricant de meubles, on sait très bien que Loquet fabrique dans le canton d'Agelmont, mais il y avait aussi la Battute, la Lanne, qui a fabriqué, malheureusement, je ne l'ai pas mis dans mon diaporama, la Lanne a énormément fabriqué du mobilier aussi art décoratif, mais du mobilier art décoratif régionaliste, qu'on va voir par la suite. Mais c'est important parce que ce mobilier art décoratif, on en trouvait beaucoup à une certaine époque chez les antiquaires, etc., qui a été délaissé. Aujourd'hui, on le redécouvre, mais c'est important de savoir que l'information arrive dans les Landes, et il y aura des fabricants de mobilier art déco. Là, vous avez un très beau... il n'y a pas photo pour voir qu'effectivement, ce n'est pas du palissandre, mais parce qu'on utilise le noyer, le palissandre, et on est dans le goût de l'époque. Effectivement, 1936, il livre un meuble très très moderne. Là, vous imaginez, on est en 1936, mais aujourd'hui, on a des grandes chaînes de magasins. Et alors, Loquet a énormément produit du mobilier art déco, c'est-à-dire que c'était du mobilier très épuré. Mais on va le voir, il va faire des frises et des guirlandes de roses, ces fameuses roses qu'on découvre justement lors des arts décoratifs. Il va utiliser ce type d'éléments de décor. Dans le département des Landes, on le verra, sur 480 édifices religieux que je gère, je n'ai que 3 bâtiments art déco. On va parler des églises, parce que justement, on ne connaît pas les églises. Une très belle église art déco, c'est celle de Laos. Laos qui se trouve à côté de Mugron, de Montfort-en-Chalosse. C'est une église qui a été construite en 1928. Le bâtiment béton, lui par contre, il n'est pas art décoratif, mais l'ensemble du décor de l'église qui a été fait par Henri Sajou, le grand maître de l'art décoratif qui partira au Brésil. Et là, on a un des plus beaux bâtiments de décor intérieur, justement, des arts décoratifs. On le verra aussi par la suite, vous avez l'église de Brocas-les-Forges, celle qu'on a pu voir. Brocas-les-Forges s'écroule aussi, l'église de Brocas-les-Forges va s'écrouler en 1928, et on va reconstruire une église en faisant un compromis, c'est-à-dire que l'église devait faire l'objet d'un classement monument historique parce qu'elle était néo-romane. Donc le maire de l'époque, en 1913, Bezos, a voulu protéger cette église-là. La guerre est passée, donc l'idée de protection a cessé, et le 2 mars 1928, l'église s'écroule en totalité. On fait appel à Léonce l'église, et donc il soumet 2 projets, une église art déco et une église néo-roman. Pour ne pas bousculer les gens, parce qu'on est en 1928. Les Landes, c'est rural encore. Donc il faut respecter un peu les gens. Mais il y a un compromis dans le chœur, il y a encore des verrières 19e, mais on va vraiment concevoir de très belles verrières art déco. Ça, c'est important. On le verra par la suite. Donc l'art décoratif, là, on verra vraiment la pampre, c'est-à-dire cet élément de décor, la vigne, etc., sera très stylisé. Un bâtiment que je présenterai aussi pour les Journées du patrimoine, mais que je vais vous présenter aussi, c'est la chapelle de l'hôpital Layennais. La chapelle de l'hôpital Layennais, c'est un bâtiment vraiment en béton armé du sol au plafond, avec un mobilier liturgique qui est très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va faire appel à des décorateurs ou à des artistes pour réaliser le maître-autel ou le chemin de croix. On le verra aussi parce que le chemin de croix de Laos, je vous invite à aller le voir. Il est là en photo. Hein. C'est un vrai tableau de cinéma. Et Mallet Stevens a beaucoup développé l'idée du cinéma.
c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de décors et de maisons avec un décor très, très cinéma. Et le chemin de croix de Laos, c'est vraiment, on le verra, en général, un chemin de croix, ils sont en bas-relief, il y a un paysage à l'arrière, là pas du tout. On a l'impression que le spectateur, c'est aussi bien nous qui on regarde l'œuvre, mais celui qui regarde aussi l'œuvre dans le tableau. Ça, c'est important. Une très belle découverte, là c'est un scoop que j'allais vous livrer aussi, c'est important. À Saint-Sevé, il y a la chapelle de Carmes. C'est une chapelle qui existe toujours, et c'est un produit magnifique, on va le voir aussi par la suite, qui a été réalisé par Montméjean. Montméjean, qui est un maître verrier. On sait que les Montméjean, à l'origine, ils étaient avant d'être des maîtres verriers, ils étaient au XVIIIe, ils étaient peintres sur céramique, sur faïence, pardon. Et à partir de 1808, 1810, ils vont devenir orfèvres, ils font de l'orfèvrerie. Moi, j'ai découvert des baisers de paix, des calices et des ciboires réalisés par les Montméjean. Donc les Montméjean, ils ont une première période, ils ont été des maîtres orfèvres, et à partir des années 1820, ils vont faire du vitrail. Et dans cette chapelle des Carmes à Saint-Sevé, c'est exceptionnel. J'aimerais bien qu'effectivement on puisse engager une procédure de protection, parce que c'est unique. Montméjean réalise les vitraux d'une qualité énorme, mais on verra que les vitraux de la Bouère sont encore beaucoup plus beaux. Hein, je vous expliquerai l'émotion que j'ai eue quand j'ai visité l'église de la Bouère. Donc je reviens au Carmel. Effectivement, Montméjean, il réalise les vitraux, il réalise le chemin de croix, il réalise aussi le maître-autel. Je pensais que le maître-autel avait disparu parce qu'effectivement, la chapelle a été construite en 1941 et dans les années 60, avec Vatican II, on évacue l'autel et l'autel a été récupéré, il a été sauvé, il est dans un oratoire. Alors, en 1925, il va exposer. Il fera fortune, on sait que lors de l'exposition 1925, il s'en sort très bien. Il va concevoir des bureaux dessinés, parce qu'effectivement, quand on parle de Resner, c'est vrai qu'il est le Resner des arts décoratifs, parce que Resner, en 1788, il utilise... Non, 1780, Resner et le... Pardon? Très bien, il va faire la conférence à ma place. Et en 1788, effectivement, il est nommé maître, donc effectivement, il fait un très beau mobilier avec du cuir, de l'ivoire. Et dans les Landes, on n'a pas ce type de mobilier, mais voilà le type de mobilier art décoratif qu'on va retrouver. L'armoire d'Agenmo, elles sont un peu dans ce style-là. Pas aussi belle, parce qu'effectivement, on est dans le très haut de gamme. Cette table, on la retrouve à l'hôtel Le Splendide à Dax. Je valide, bien sûr. Pommade, tout à fait. Elle est splendide, elle est bien plus grande. Et les Gomès vont faire la même chose au bâtiment de Bayonne, tout à fait. On voit bien que c'est inspiré. Donc, ils ont influencé totalement les architectes locaux, régionaux. Hein. On poursuit. Voilà la fameuse armoire plutôt néo-régionale, mais qu'on retrouve ces armoires que pendant très longtemps, on a un peu détestées, qu'on a jetées parce qu'effectivement, on ne les aimait plus, mais on est vraiment des armoires art déco. C'est très beau, hein? Il faut les garder maintenant. Ben oui, mais oui, mais oui. Et alors, on y retrouve la rose très stylisée. La rose, vous voyez, quand on parle de stylisé, on devine, on est dans l'abstraction de l'art. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec Kandinsky, mais Kandinsky, en 1912, il fait l'abstraction de l'art. C'est quoi l'abstraction de l'art? C'est en 1912, il conçoit un tableau qui est un jardin. Dans ce jardin, il dessine des maisons et un village. Et on conçoit le dessin. Et en 1910, il conçoit ce tableau. Et en 1912, il reprend l'idée de ce tableau, mais il commence à le décomposer et peu à peu, on devine le clocher. Et on commence, c'est ça le début de l'abstraction de l'art. Hein, Kandinsky, c'est le père de l'abstraction, et ça c'est important. Parce qu'effectivement, ils ont influencé, il faut savoir que tous ces artistes-là ont influencé un peu tout ça. Mais pour revenir à ça, on est dans l'abstraction de la stylisation de l'œuvre. Alors Fuji est très connu, hein, c'est un architecte d'Aqua, d'école américaine. Alors, il a fait pas mal de choses sur Dax, mais je voulais aussi parler de Peyrehorade. Il va réaliser en 1951, il réalise ce bâtiment-là, qui effectivement est toujours dans son jus. À l'intérieur, il y avait tout un mobilier art déco qui a disparu. Voilà la maison à Dax de Fuji. On est vraiment dans le concept de Miles Stevens.
Tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire. Mais il faut. On devine un peu la tour du paquebot, à droite, et il fait son atelier. Nous avons les plans. La façade, oui, c'est à Dax. Absolument. Je ne sais plus le nom de la rue. Chancy, voilà. Ben, fabuleux. Et là, on reconnaît 1925. Là, nous sommes ici en 1960. Hein, quand il se fait construire en 1959, il se fait construire sa maison. Là, c'est Mallet Stevens. Pour les frères Martel, des sculpteurs, ils réalisent un bâtiment. On voit très bien que l'influence, hein, on est d'accord avec ça. C'est trop beau, hein? Alors le jaune, le moins beau. Voilà. On passe. Ça, c'est à Mont-Marsan. Je devais visiter la maison, mais je n'ai pas pu visiter la maison. On est dans une maison vraiment art déco, mais qui a été énormément remaniée. Donc le balcon, etc. Donc vous avez compris le principe pour les maisons. Ça, c'est très beau. Qui a dit Sarah? Tout à fait. 1925, on développe énormément le jardin. On est très préoccupé par le jardin, l'espace. La maison ne doit pas s'inviter dans le jardin. C'est le jardin qui s'invite dans la maison, mais le jardin s'invite aussi dans la maison. Et la maison, on ne sait plus qui fait quoi. Et on ne veut plus que la maison prédomine sur la nature. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, Guy Chemer se fait construire sa maison dans les années 1960. C'est un architecte qui fait l'école des beaux-arts de Paris. Entre 1949, il est diplômé en 1939. En 1949, de 39 à 40, de 39 à 51, il est sur Paris. Il viendra s'installer définitivement à Dax. Il est héritier d'un jardin, le jardin du Sahara. Il est héritier de ce terrain-là. En 1943, il est héritier, mais il ne vient pas s'installer encore à cette époque-là. Mais il se fera construire cette maison dans le parc Sahara, qui est fabuleuse. Hein. On a un visuel sur le jardin. Si vous voulez me l'offrir, je suis preneur. C'est fabuleux. Mais elle est inspirée aussi des architectes américains. Les Américains ont énormément inspiré l'architecture française. C'est fabuleux. C'est japonais. Hein, ça, c'est pour le plaisir de la vue. Mais on voit très bien, vous voyez, la coursive du jardin. On veut la même idée, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne veut pas de rupture. On ne veut pas, ça c'est important qu'il n'y ait pas de rupture. Alors que les arts décoratifs, c'est une rupture justement avec le passé. Là, on est totalement dans un ensemble végétal qui est fabuleux. L'ensemble est protégé. Tout à l'heure, donc, on revient sur le bâtiment de Léon Seul-Église. En 1928, on construit ce bâtiment d'un seul étage. Il n'y avait qu'un seul étage. Vraiment un bâtiment art déco. La colonne cannelée. On reprend aussi la mosaïque, parce que la mosaïque, c'est vraiment les arts décoratifs. Malheureusement, ce bâtiment, c'est une photo très récente, hein, 1928, qui n'est pas très beau, mais qui pourrait être encore beaucoup plus beau. Je pense qu'il faudrait tout enlever, tout sortir. Ici, autrefois, à l'origine, il y avait une baie vitrée, parce que c'était le cabinet du Broca. Vous avez quand même... ça se trouve sur le 4 cantons, c'est à Mont-Marsan. Hein, c'est à Mont-Marsan, pas loin de la boutique Lacoste. Vous avez la porte qui est vraiment art déco. Le bâtiment par lui-même est totalement art déco et c'est du béton. Ça, c'est fabuleux, mais malheureusement, on le délaisse un peu. Pardon? La façade était en mosaïque. Oui. Tu l'as connu en mosaïque? Oui. Moi, je ne l'ai pas connu. C'est-à-dire que ça s'était habillé en mosaïque? Non, et ça? Ah, c'est très intéressant. Et là, on est vraiment dans les arts déco. Hein, on a habillé beaucoup en mosaïque, c'est super. Je n'ai pas trouvé de document, ça c'est intéressant. Donc voilà les portes, on va vite. Voilà quelques éléments, ça c'est à Villeneuve-de-Marsan, une boutique en me promenant tout simplement. Hein, il faudrait faire un inventaire, il faudrait répertorier notre patrimoine. Donc en se promenant, on découvre ce type de bâtiment. À Mugron, c'est fabuleux. Pendant 30 ans, j'ai visité l'église de Mugron et l'autre jour, je suis sorti devant l'église et effectivement, il y a ce bâtiment hyper monumental qui est un bâtiment des années 1930. Hein. La mairie me l'a confirmé. Ça, ce qui est très très beau, même c'est très travaillé, rien n'est délaissé, hein, c'est fabuleux. Ça, c'est une photo récente. Léon Seul-Église est très important. Pourquoi il est très important? Parce que grâce à Léon Seul-Église, excusez-moi, je bois. Léon Seul-Église qui est né en 1877
il meurt en 1931, en 1900. Il fait l'école des beaux-arts. C'est un esthète, mais qui reste dans l'ombre. Il fait le choix de rester dans l'ombre. C'est un homme qui va énormément travailler. Et il sera un des promoteurs de ce qu'on appelle les HBM, les habitats bon marché. C'est important d'ouvrir quand même une parenthèse sur les habitats bon marché. Accordez-moi quand même 30 secondes, parce que pourquoi? Beaucoup d'historiens de l'art dans les Landes ont évacué cette notion des HBM dans les Landes. Entre les HBM, c'est 1894. Il y a une loi qui oblige, parce qu'on est dans les industries, c'est sur un plan sanitaire, on veut absolument reconstruire et rebâtir la France. Et donc, 1894, c'est la loi. Dans les Landes, ça démarre très très peu. 1910-1911, j'ai trouvé des programmes dits HBM, mais qui sont encore des programmes privés. À partir de 1912, ça devient un office public. Mais ce qui est très important, c'est que entre 1920 et 1940, 766 programmes sont sortis de terre. L'annuaire des Landes de 1920 mentionne 4 architectes. Et grâce aux HBM, grâce à ce type de produit, on va effectivement pouvoir recenser à peu près plus d'une vingtaine d'architectes. Les Pomades, les Prénuti, tous ces architectes qui effectivement sont devenus très célèbres, vont évacuer cette notion d'avoir travaillé dans les HBM. Mais ils ont fait de l'HBM, et ça c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est que dans les HBM, l'architecture HBM, dite HBM, c'est un vrai laboratoire architectural. C'est-à-dire, là je n'ai pas de photo HBM, mais ça aurait été intéressant de vous les faire voir, parce que justement, les HBM, c'est 1925-1930, on fait beaucoup de régionalisme, mais tous les architectes vont s'essayer à cette architecture. Donc on va tout faire, c'est un vrai laboratoire. Et donc c'est dans le département des Landes, à Cabreton, moi je connais un historien de l'art, il me dit « mais Cabreton, je n'ai pas d'HBM, tu m'embêtes avec les HBM et je n'en ai que 3 ». Et effectivement, nous en avons recensé 60, parce que c'est un habitat qui a énormément influencé toute l'architecture. Tous les grands architectes landais, ça c'est important, il faut rendre ce qui appartient à l'architecture et à l'histoire. Moi je ne suis pas là pour l'interpréter, je suis pour la restituer. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a une notion de penser que nous avons de très belles villas, que l'architecture prédomine, etc. Mais non, que ce soit Prénuti, Bonnefous et tous les autres, on fait de l'HBM, de l'habitat social, mais parce que la notion sociale dérange. Vous savez, ça, parce qu'en plus, ça, les HBM sont portés par des gens de gauche de l'époque. Ce sont les radicaux socialistes qui portent ce projet de loi. Ça, c'est important parce qu'on veut réintégrer la notion sanitaire, sociale, et on veut rebâtir. Mais ce qui est fabuleux, c'est que grâce aux HBM, on découvre toute une galerie d'architecture, de décors qu'on retrouve sur les très belles villas bourgeoises. Je connais un architecte, un historien de l'art, il me dit, mais moi sur Saint-Paul-et-Dax, je trouve ça. Mais oui, mais parce que ton architecte, il est passé par l'école des HBM. Et donc Léon Seul-Église est il était le président des HBM pour le département des Landes. J'y tiens parce qu'effectivement, il a beaucoup apporté. On le sait, mais regardez, même en plus, c'est très bien mentionné, c'est clair. Et ça, c'est important parce que l'architecture des Landes, elle est beaucoup plus sociale, elle est humaniste. Il faut savoir que les HBM est avant tout la cité radieuse. On est sur la cité moderne. Et il faut savoir qu'on pensait cette architecture-là. Je voulais le recadrer parce qu'effectivement, j'y tiens énormément. Voilà le type d'architecture qu'on pouvait faire au niveau des HBM. Je ne vous ai pas tout mis. Moi, vous me donnez ça, je prends. Hein? Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? On prend. Je suis d'accord. C'est magnifique. Et ça, hein? Je trouve que ça ne fait pas très HBM, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que le pauvre n'aurait pas droit au beau. C'est ça que vous me posez comme question. Et justement, à cette époque-là, c'était cette question philosophique. Le beau doit être accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que justement, à partir du moment où on évacue la notion de votre remarque est très pertinente. Oui, mais pourquoi je vous dis ça, monsieur? C'est parce que nous habitons à Dax, oui. Un immeuble qui a été construit par Guichemer. Ah oui, fabuleux. C'est pas du tout une maison comme ça. Non, mais c'est Guichemer. C'est Guichemer, j'adore Guichemer. Mais Guichemer était très sensible à l'humain. Mais non, c'est pour vous dire que justement, les architectes de cette époque-là voulaient que le beau soit accessible à tout le monde. Et dès l'instant où on évacue l'architecte dans l'architecture, aujourd'hui ce sont des promoteurs, c'est des maisons catalogues, mais il n'y a plus la notion humaine. Et c'est cette notion humaine qui nous pose un problème. Aujourd'hui, on vous vend des... Je ne veux pas que le micro m'entende, mais des cages à lapin. Brocal et Forge, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Effectivement, on construit une nouvelle église. Là, on voit effectivement une des premières églises de Perret, 1925, réalisée en béton armé. C'est en Rancy, c'est magnifique. Hein. C'est où là? Rancy, à Paris, la région parisienne. Ah, mais oui. Ça, c'est pas les Landes, c'est pour vous expliquer l'idée. C'est sûr, mais je pensais que c'était ailleurs. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il propose un projet contemporain,
l'église est romane, pour ne pas bousculer les gens, pour ne pas les perturber, il propose ce type de projet, mais il va réaliser, effectivement, ce projet-là va être retenu. La colonne totalement épurée, on n'est pas loin de Gaudi, hein. La colonne palmier, on y retrouve effectivement un peu la mosaïque, etc. L'église est protégée monument historique. La tribune actuelle, avec une symbolique des libres penseurs des trois portes, et vous avez les vitraux. Dans le cœur de l'église, vous avez un vitrail 19e. Vous avez un vitrail de Dagran. Il va réaliser un Saint-Michel. Là, vous voyez très bien que le décor est très végétalisé. La pampre, là, vous voyez, la vigne, on la reconnaît. Et plus on va aller vers les années 1928 et 1925, on va énormément styliser le décor. Là, on ne sait plus que c'est une vie, que c'est du raisin. C'est la symbolique du raisin que vous avez ici plutôt, qu'on retrouve très, très bien là. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est Broca. Là, on va aller vite, c'est pour la vue. Mince, j'ai fait marche arrière. C'est beau, hein? Il va réaliser un très beau chemin de croix sur plaque émaillée qui est protégé monument historique. On a voulu me la nettoyer à l'Ajax et à la poudre. Là, c'est vrai, c'est vrai. Terrible. Léon Seul-Église se fait construire son hôtel particulier en 1925. Il habitait rue des Quatre Cantons à Menorsan. Ça, c'est son hôtel particulier. Il décède en 1931. Sa sœur va vendre à Bonnefous, son élève. Il vend son cabinet en 1941. Bonnefous va plutôt faire justement en 1941 un bâtiment plutôt art déco, mais ce n'est pas un bâtiment art déco, mais c'est dans le style. On y retrouve la fameuse génoise, etc. Bonnefous, c'est un architecte. Il ne veut pas non plus se fâcher avec tous ses clients. 1938, on veut déplacer l'hôpital de Mont-Narsan. On y construit la chapelle. Là, on va aller très vite. Je vous invite à venir pour les Journées du patrimoine. Donc, effectivement, on fait une chapelle vraiment art déco, en béton armé en totalité. C'est un vaisseau magnifique. On fait appel à Danglade, qui est un grand sculpteur, qui réalisera la partie du mobilier liturgique, c'est-à-dire le chemin de croix. Il va réaliser le maître-autel. C'est fabuleux, hein? Alors, l'église, la chapelle n'est pas protégée monument historique, mais elle a le label, elle est labellisée, on est en train de l'étudier. Ça, c'est fabuleux, hein? Regardez ça simplement pour le plaisir. Je vous invite à venir pour les Journées du patrimoine le 20 septembre. Danglade va tout réaliser. Il réalise aussi les colonnes. On sait très bien qu'effectivement, c'est un sculpteur qui habite à Tarnos, mais il fait intervenir des ateliers qui sont à Biarritz. Voilà. Il fait appel aussi à Trébuchet pour réaliser un décor, parce qu'en plus, c'est la chapelle dite mortuaire. Donc, on imagine effectivement le paradis céleste avec les animaux, etc. Mais malheureusement, ce dessin, cette peinture... Oui? Elle est ouverte hors Journée patrimoine? Non, alors, elle est ouverte si vous allez à l'hôpital. Mais elle est ouverte aux gens. Mais elle est ouverte, elle est accessible. Ça, c'est fabuleux. C'est une des pièces rares de Sub, hein, qui était un grand ferronnier d'art, etc. Donc, dans le département des Landes, j'ai très peu trouvé ça. Celui-là, il ne faut pas me le voler, j'y tiens. Mais il est protégé au monument historique. Qui m'a posé la question? Dans la chapelle. À la Bazaï. À l'Aïné. Mais je vous rassure, je l'ai fait retirer. Ah, on ne sait jamais. Mais ce qui est très très beau, c'est que Sub va aussi travailler le fer, il va le marteler, voilà. Donc ça, il fait aussi les fonds baptismaux, et ça c'est très très beau. Les fonds baptismaux sont aussi protégés à Mâche. Là, c'est pour le plaisir de vous voir. Voilà aussi un confessionnal art déco. Voilà, on passe. Ça, c'est le summum de l'orfèvrerie. C'est de l'art déco. La partie basse est d'art déco, pas la partie haute. Mais c'est du Chéré. C'est l'orfèvrerie de très haut niveau. Chéré est un grand maître orfèvre parisien. C'est une pièce qui, à l'époque, a coûté plus de 6 000 francs. Et c'est magnifique. Là, on est vraiment sur les arts décoratifs. Je l'ai retirée, mais elle est dans la chapelle de l'hôpital Lainé. Mais je vous la présenterai pour le Journée du patrimoine. Je vais la faire sortir, effectivement. On pourra la voir avec ma présence. Sous ma présence, pardon. Ça, c'est plutôt le style d'orfèvrerie qu'on trouve justement dans les années 1920-1930. Ça, c'est du néo-19e. La famille Chéré a bien voulu me répondre, donc j'ai écrit à la famille Chéré.
Et effectivement, on retrouve l'ostensoir ciselé, etc. Pas en or massif, mais doré. Là, ils ont fait le choix d'un ostensoir plutôt néo-régionaliste avec les anges, etc. Mais ceux-ci, si vous les regardez, ils sont totalement art déco. Donc, Chéré savait faire des art déco. Voilà. Chéré va faire aussi des chasubles. Les vêtements liturgiques, on va les voir, sont très fragiles, très vulnérables. Là, on est vraiment sur des vêtements chérés. Et les vêtements liturgiques de cette époque-là, si vous les regardez bien, il n'y a plus de décor. Autrefois, ils sont très lourds, très chargés. Le bout grand, c'est-à-dire que là, c'est simplement du satin. Alors qu'autrefois, un chasuble, c'est très lourd. Il y a toute une technique de construction. Alors que là, c'est vraiment très, très, très épuré, c'est très facile à porter. Pardon ? La couleur. Oui. C'est fabuleux. Voilà. Jean Lesquib, c'est très important, on le verra par la suite. C'est un grand maître verrier qui a inventé le pavé de verre. C'est fabuleux, hein. Le pavé de verre, c'est fabuleux. Alors, attendez, je vais trop vite. Voilà. Lesquib, Jean Lesquib va réaliser à la chapelle de l'hôpital de l'Aîné l'ensemble des verrières. Elles sont signées 1941. On a souvent daté ces vitraux en 1938, etc. Là, on a une date, etc. On a trouvé le dossier. Là, vous avez évidemment reconnu la fuite en Égypte. Ça, c'est pour la beauté des yeux. Voilà ce que peut faire Chéré. Jeanne d'Arc, pas plus garçonne. Elle a une coupe hyper garçonne. Elle a l'épée qui symbolise la guerrière. Elle a la couronne qui symbolise aussi quand Charles VII, pardon, j'ai une bêtise, est sacré le 17 juillet 1429, si je ne me trompe pas. Là, on reconnaît bien Jeanne d'Arc, mais très moderne. Mais ce qui est très important, c'est Fernand Py. Fernand Py est un sculpteur fragile, qui a travaillé le bois, qui a travaillé énormément aussi l'ivoire. Je vais vous lire un scoop, j'ai beaucoup hésité pour vous le présenter. Mercredi prochain, là c'est récent, je vais présenter de Fernand Py en commission des objets mobiliers dans le département des Landes. C'est intéressant de le savoir. Dans une communauté religieuse, j'ai découvert une crosse d'un abbé avec un calice réalisé par Py en 1947. Alors j'aurais dû vous le mettre, mais on est totalement dans l'art déco. Je ne l'ai pas mis par respect intellectuel parce que je ne l'ai pas encore présenté en commission. Ce sont des objets d'orfèvrerie d'exception, de très haut niveau sur un point de vue de l'art et de l'orfèvrerie, surtout de l'artiste. On sait très bien qu'il a réalisé pas mal de choses, mais avoir ce type d'orfèvrerie dans le département, c'est assez exceptionnel. Ça, je tenais à vous le dire. Donc, mercredi prochain, j'aurai cette chance de pouvoir le présenter. Puis, effectivement, a connu très bien Charlier, qu'on va voir par la suite. Puis, s'inscrit dans le mouvement des artistes chrétiens. À partir des années 1920, il y a tout un tas d'artistes qui sont des artistes à part entière. Hein, ce sont des artistes à part entière. Ils découvrent la foi, ils vont s'inscrire dans un mouvement qui est de l'Arche. Et ils mettront leur foi au service aussi de l'art. Cette statue est protégée monument historique. Puis, effectivement, fait aussi de très belles crèches art déco. C'est fabuleux. Alors, une des plus belles se trouve à Comensac. Elles font 1,10 m. C'est fabuleux. Il réalise aussi des chemins de croix qui sont totalement art déco. Il n'y a pas photo. Nous avons aussi à Gousse, là c'est pas du Py, mais nous avons aussi un chemin de croix qui est très intéressant. 1917, il y a l'érection. On va déposer le chemin de croix dans l'église. En réalité, il sera déposé en 1934, mais on sait très bien qu'il est commandé déjà en 1917. 1917, on ne parle pas d'art déco, mais si, l'art déco existe déjà depuis à peu près une dizaine d'années. Là, vous voyez, c'est très bien, la dépose du Christ, etc. On ne devine plus le visage, tout est épuré, etc. Là, c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas protégé monument historique. Laos, je vous en parlais tout à l'heure, mais on va aller très vite. Donc ça a été fait par Henri Sajou. Henri Sajou, qui est un architecte à part entière. Hein. Voilà. Il a les honneurs de la presse, ça c'est très très rare. Il a vraiment les honneurs de la presse, c'est assez exceptionnel pour l'époque. Il fait appel donc à Jean-Gabriel Rispal, qui est un grand sculpteur. Il fait, alors là, il n'y a pas photo. Le maître-autel est totalement épuré. Vous avez la table qui est posée sur des colonnes. Le tabernacle, c'est un cube. Hein, le cube, c'est tout à fait une des caractéristiques de l'art décoratif. C'est protégé monument historique. On passe. Il réalise les fonds baptismaux, protégé monument historique. Il va réaliser par aussi le confessionnal. Toujours à Laos. Toujours à Laos. Je vous invite à aller la visiter. C'est fabuleux. Le chemin de croix est fabuleux parce que les chemins de croix, en général,
Attendez, je vais passer par la suite, on voit mieux. Là, c'est quand celui qui se lave les mains, aidez-moi, je suis un peu perdu. Ponce Pilate, quand il se lave les mains, à l'époque, c'était courant. C'était une façon de dire, je me décharge de toute responsabilité. C'était courant, tout le monde se lavait les mains. Et donc, quand Jésus est face à Ponce Pilate, regardez, on a l'impression d'un écran de cinéma. Il n'y a plus le paysage, etc. Et on a l'impression d'avoir un spectateur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un et moi qui regarde. Et c'est l'idée qu'avait aussi lancée Miles Stevens. On est dans cet esprit-là, c'est fabuleux. Très beau chemin de croix, protéger le monument historique. On passe. Marie Baranger, c'est important d'en parler, effectivement. On ne verra pas tout d'elle, mais elle a réalisé un très beau chemin de croix qui est à Pauillac, elle a fait Pauillac, elle a fait Lubon, elle a fait Arx. Elle a réalisé pas mal de choses en 1941. Elle se réfugie dans les Landes, parce qu'effectivement, son frère était sur Villeneuve-de-Marsan. Elle s'est rapatriée, mais effectivement, quand on voit ces chemins de croix, c'est totalement, on est vraiment dans le style art déco. Ça, c'est pour que vous puissiez voir un peu tout ça. Cette petite église, qui était en très mauvais état, je vous invite à aller la visiter. Elle faisait l'objet presque d'une destruction. Elle a été restaurée en totalité et vous avez un très beau chemin de croix de Marie Baranger, 1940. Beaudillon. C'est ça, hein? Et la chapelle a été restaurée en totalité. Gabaret, c'est un gabardin. Beaudillon. Beaudillon. J'ai fait marche arrière. Avec son frère, elle va créer une association, l'art et l'orange, ça c'est important. Les vêtements liturgiques, effectivement, auront droit aussi, le textile sera présent. Alors, ça c'est à Brassampouille, c'est protégé monument historique, mais je voudrais vous faire voir celui-ci. Ça c'est à Samadé. Et quand on regarde ce type de vêtements, on pourrait totalement le délaisser, ne pas s'y intéresser. C'est une étole qui est totalement isolée de son chasuble ou de son dalmatique, etc. Mais elle est totalement dans le mouvement art déco. Le lys est totalement épuré. On retrouve vraiment l'époque art décoratif. Voilà le type. Alors, ça c'est une bannière procession. La partie basse est beaucoup plus art déco, hein, mais la Vierge elle-même aussi est un peu art décoratif. Alors, dans nos sacristies, vous avez des grands chasubliers, ces grands meubles dans lesquels, à tiroir, on dépose les chasubles. Voilà un chasuble néo-gothique qu'on retrouve dans les années 1850, 1870, 1900, 1920. Moi, dans mes églises, voilà le type de chasuble qu'on porte aussi dans les années 50, hein, 1950. Mais voilà, ça c'est vraiment un chasuble art déco. Là, effectivement, tout est stylisé. S'il y avait un décor, là, tout est cubique, etc. C'est fabuleux. Ce n'est pas protégé monument historique. Voilà le style de chasuble qu'on trouve dans le département pour cette même période. Celui de gauche est plutôt 1950. Alors, la Bouille, j'y suis rentré, je ne veux pas trop mentir, 5-6 fois. Et cet été, pour préparer cet exposé, j'y suis revenu. J'y suis revenu, il faisait très chaud, mais vraiment très chaud. Il y avait une lumière extraordinaire, et quand je suis rentré dans l'église, je vais être honnête avec vous, je vais vous exprimer une émotion qui m'a beaucoup marqué. Je suis rentré dans cette église, donc c'est une église néo-romane qui a été restaurée dans les années 1500 et quelques, remaniée en 1879, etc. Et en 1936, les Montméjean vont réaliser des vitraux. Je suis rentré dans l'église, il y avait le prêtre qui m'attendait, etc. Mais c'était éclairé. Et quand je suis rentré dans l'église, je vous jure, j'ai compris le sens de ce que disait Kandinsky quand il parlait de l'émotion. Que cette émotion, on doit la transcender, que quelque chose doit nous transporter. Quand je suis rentré dans l'église, les vitraux éclairaient le sol, et j'ai compris le sens philosophique et intellectuel. Quand on étudie, quand on est jeune, on ne comprend pas forcément tout. Et c'est vrai que vieillir, c'est grandir, et c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et quand j'ai vu les vitraux de Montméjean, 1936, j'ai été transporté. Là, vous ne voyez pas l'émotion, mais ils sont tellement modernes, tellement éclairés, que j'ai cru, je vais être honnête avec vous, je vous rassure, je ne consomme aucune drogue, etc. J'ai vraiment été transporté par l'émotion. J'ai compris le sens profond de ce que veut dire un artiste. Quand l'artiste, il vous dit de se transcender, de se transporter, de s'abandonner. Et j'ai compris qu'à un moment, Kandinsky, quand il fait son travail sur l'art et le spirituel,
j'ai compris tout ce qu'il voulait. Quand il décrit son travail sur le spirituel de 1912, eh bien, j'ai intégré tout ce que j'ai pu lire il y a quelques années sur le spirituel et l'art. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre avec son auteur. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le maître verrier. Et j'ai eu la chance de rencontrer le maître verrier qui les a restaurés, Madame Nogaro, qui a restauré récemment les verrières, et qui m'a expliqué la technique est très complexe. Et c'est vrai que là, on était vraiment dans un... C'est fabuleux. Parce qu'au sol, il y avait l'éclairage, etc. Et c'est fabuleux. C'est à la Boère. La Boère, je vous invite à aller les voir. C'est fabuleux. Alors, je ne peux pas les protéger, les monuments historiques. Il y a quelques années, le conservateur pouvait protéger les monuments historiques, mais pour pouvoir les protéger, il faut que ce soit le bâtiment. Évidemment, vous avez tous reconnu Saint-Michel. Qui est Saint-Michel? Saint-Michel, c'est le peseur des âmes, c'est le psychopompe, c'est celui qui accompagne les morts dans le monde. Et je vous jure, quand je suis rentré dans l'église et que j'ai vu Saint-Michel, je dis non, je n'ai pas encore envie de partir, mais bon, je veux bien me nourrir. Mais c'était fabuleux, non, je plaisante, mais c'était fabuleux parce que la notion d'art, on a beau étudier, on a beau comprendre, on a beau conceptualiser, mais si à un moment on n'a pas cette rencontre-là, on ne pige pas. Et bien ce jour-là, j'ai pigé grâce à vous, parce que ça m'a obligé à faire cet exposé. C'est fabuleux. La conversion de Saint-Paul, on vient de voir Saint-Michel, Saint-Christophe. Mais là, on ne les voit pas parce qu'effectivement, c'est un diaporama, mais c'est fabuleux. Et en plus, Karl, le maître verrier, cette grande dynastie de maître verrier, effectivement, un grand spécialiste des arts déco. Pourquoi je mets ça? Parce que justement, on est dans la même période de la restauration de l'Église. Voilà le néo-régionalisme. Voilà, quand on parle de néo-régionalisme, c'est tout à fait ça. Après Nutier, Bonnefosse, tout ça, ils ne se déforment pas. Alors, je pense que le bâtiment mérite d'être protégé. Vous voyez, quand on voit les fougères, etc., c'est parce que justement, on reprend l'idée, très tirée par les cheveux, l'idée des aïeux de la maison de la façade. Vous avez compris le concept, la logique. On va aller très vite. Voilà le Carmel de Saint-Sevé. Ça, c'est du Montméjean. Exceptionnel. Fabuleux. Et là, on est dans l'art déco. On est en 1941, mais c'est art décoratif. Les religieuses m'ont demandé de venir les présenter. J'espère pouvoir les présenter parce que je souhaiterais, même si elles ne sont pas très favorables à une protection, j'aimerais les accompagner dans une démarche, je dirais, bienveillante. Fabuleux. C'était une découverte. Alors, moi, je les connaissais depuis un certain temps, mais là, j'ai pu les reprendre mieux éclairés. Voilà, c'est fabuleux. Voilà, c'est exceptionnel. J'ai entendu le mot exceptionnel, tout à fait. Le chemin de croix est fabuleux, signé Montméjean. L'hôtel, tout à fait art déco, qui était déplacé, je pensais qu'il a été détruit, il a été sauvé. Montméjean signe la fresque, il signe aussi les vitraux. Ça, c'est important parce qu'effectivement, Thomas, donc, on a de leurs favoris assez exceptionnels, art déco. Vous avez vu tout à l'heure le censoir avec un rayonnant, etc. Là, c'est totalement épuré. Là, ça fait du mobilier art décoratif. Il faut savoir que sur 498 églises que je vous disais tout à l'heure, ce type d'objet est très rare. Dans le département des Landes, je n'ai qu'à peu près une vingtaine d'orfèvreries de cette époque-là. Là, vous avez la chance de voir des choses exceptionnelles. Tout ça, ça reste dans les églises, parce que ce qui vient de se passer. Oui. C'est comment, là? Et on laisse dans les églises. Hein? On laisse dans les églises. Mais ça va partir. Mais non. Mais, voilà. Mais l'objectif, c'est une église doit rester une église. On n'est pas là pour les déshabiller et les dépouiller. Je l'entends. Ça, c'est un mugron. C'était au fond d'une armoire, totalement perdu, esselé, etc. On est dans l'esprit art déco. Ça, c'est super. Et alors, c'est vrai que ça allait presque partir à la poubelle, parce qu'à un moment, vous savez, quand on les met au fond de la sacristie, que ça gêne, etc. Voilà. On va aller vite. Dans les années 30, on fait aussi des ciboires en verre qui sont protégés au monument historique. Ça, c'est des pièces exceptionnelles. Je vous invite à aller voir la crèche de Suzanne Labattute, qu'on ne peut voir qu'une fois par an pour Noël. C'est fabuleux. Certes, c'est une crèche de 1960, mais elle est totalement dans l'esprit des arts déco. Il y a plus de 3700 tons. Elle utilise le carton, la pierre, tout ça, etc. J'ai souhaité j'ai souhaité présenter ça en protection des monuments historiques. Ça a été refusé parce qu'effectivement, elle sortait d'un contexte et ça ne convenait pas. Mais je vous invite à aller voir. C'est assez exceptionnel. Dage, je vous invite à faire un tour dans le musée parce que vous allez tout savoir sur Dage. Et effectivement, il a fait de l'art déco. Il arrive d'Antony en 1934. En 1930, il vient s'installer à Saint-Sevé. Il vient s'installer, donc il reprend Léon Dufour. Léon Dufour avait déjà,
Alors ça, c'est pas Léon Dufour qui était le propriétaire, c'est son petit-fils qui est propriétaire ici. Et donc, effectivement, Dufour a une faïencerie. Dage va la récupérer. Léon Dufour, voilà, et donc il va s'installer à partir de 1930. Il va s'installer aussi avec une femme de Saint-Sevé. Léon Dufour, c'est intéressant parce que le petit-fils qui installe la faïencerie, très bien, va se marier avec une petite fille. Ça, c'est pour l'histoire, hein, c'est pour l'anecdote, mais c'est intéressant quand même toujours savoir des petits trucs. Il va se marier avec une petite fille de Théophile Gautier. Théophile Gautier qui a écrit Le Capitaine Fracasse, qui vient en 1845-48, il vient dans les Landes, hein, quand il visite le château, il voit que le château est totalement en ruine, il va inscrire, il voit le château, et donc le Capitaine Fracasse vient de là. Tout ça, tous ces gens-là se connaissent un peu entre eux, et nous allons voir les céramiques, donc je vous invite à voir. Là, vous n'avez même plus besoin de moi pour comprendre le concept de la céramique art déco. C'est surtout le décor et surtout la clarté, les couleurs. Ça, c'est important. Le jaune, le rouge. Dage réalise aussi, dans les années 30, il réalise pas mal d'objets, des poissons, des oiseaux. Il conçoit aussi des horloges. Il conçoit aussi, il va s'essayer à des glaçures. Ça, vous allez le voir pour l'expo. Je vous invite à la voir, c'est fabuleux. À la même époque, la fabrique de Casalas, dans la Bagnères Bigorre, fait aussi copier un peu d'âge. Ça, c'est du Casalas. Ça, c'est du Larieux. Ça, c'est du Cazot, 1930. Casalas réalise des éléments art décoratifs, mais avec un décor très régionaliste, peint à la main. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'est leur favori, peint à la main. Main levée. Ce n'est pas du cibourg. Le cibourg, c'est du catalogue, c'est pas intéressant. Dans les années 30, on fait aussi... Mais oui, je suis objectif. La première période de Cibourg, les Floutiers, oui, parce que c'est un artiste et décorateur qui peint. Mais la période qui se suit à partir des années 30-40, c'est la peinture industrielle. Vous n'avez même pas besoin d'être un décorateur, c'est la peinture au pochoir. Même moi qui ne sais pas peindre, qui ne sais rien faire, je vais être capable de pouvoir reproduire. Donc à un moment, on fait monter en gamme, parce que Karl Lagerfeld l'achète, mais sur un plan stylistique, sur un point de vue de l'art, la première période est intéressante parce qu'effectivement, il y a des concepts, il y a des décorateurs qui vont venir. Oui, entre 1920 et 1930, il y a un concept de décor. Mais après, c'est la poterie sérielle, industrielle, qui n'est plus de la main levée. Alors que, par exemple, le Casalas, qu'on n'aime pas du tout, c'est des poteries à main levée, c'est-à-dire que ce sont des artistes à part entière. Donc tous ces petits pots que vous voyez à 1 ou 2 euros, il faut les sauver parce que c'est vraiment de la peinture à main levée. Ça, c'est une info. Hein. Donc, il y a aussi des Dax et Art déco. On construit Dax en 1954, 1993, on construit la halle. En 1930, on fait un décor art déco qui va disparaître, qui sera redécouvert, alors ça, la gare de Dax, elle n'a rien d'art déco, pas du tout. On est vraiment au 19e, on est d'accord avec ça. Lors de travaux, on découvre effectivement des anciens décors art déco. On y découvre effectivement des affiches et des décors de cette période-là, ça c'est important. Il y a un projet de sous-préfecture qui ne sortira pas du sol, mais on est dans le mouvement art déco. Voilà, ça c'est important. La sécurité sociale Mont-Arsan, c'est important parce que c'est un bâtiment qui date de 1785, qui va être remanié en totalité en 1950. C'est des Pruneaux qui fait un décor. Vous voyez, on garde toujours ce néo-régionalisme, etc. On a tout un programme, ça c'est plutôt 18e. On a une verrière, la prévoyance, c'est un vitrail Montméjean. Ça c'est pour le plaisir des vieux. Voilà. Ça protégé. Sécurité sociale. Les HDM, on les a vus tout à l'heure. Des cités-jardins, il y en a eu. Ça, c'est au Segor. Il y a du régionalisme et de l'art déco. Mais ça, je vous laisse ça parce que c'était pas je voulais passer dessus. On va faire aussi des bains-douches art déco, mais c'est très compliqué. Parce que M. Dussol en a très bien parlé aussi, Dussol. Hein. Là, on est sur un bain-douche 1928, fait par Léon Soligis, mais repris en totalité en 1931 par son élève Bonnefous. Effectivement, on a des bains-douches. On a un décor très régionaliste en façade. Léon Soligis soumet plusieurs projets. Retenez bien celui-ci qu'on retrouvera à Roquefort. Bain-douche. Remanié par Bonnefous parce que Léon Soligis meurt entre-temps. Il fait un bâtiment bain-douche très art déco. Ça, c'est Mont-Arsan. Voilà. Qui sont des bâtiments art déco qu'il faut conserver. Hein, on est bien d'accord avec ça. On passe.
Les salles des fêtes de Roquefort, fait par Franck Bonnefous. Ça, c'est Art déco. On représente la vigne, la moisson. On vient de construire une usine, donc il faut aussi honorer cette usine. On fait des salles des fêtes très néo-régionalistes. On est vraiment dans le néo-régionalisme. Il y a quelques éléments de décor de façade qui sont Art déco, mais s'inscrivent aussi dans les Arts déco. Ça, c'est Morcinq, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez tous entendu parler de Jacques Calice à Pantin. En 1938, il y a un projet de cité moderne. On veut faire une cité avec des bureaux, les pompes funèbres, la police, la mairie, la bibliothèque, etc., etc. On veut faire un projet de la cité moderne, un bâtiment ultra moderne. Mais malheureusement, pour faute de moyens, on ne pourra pas faire ce bâtiment en 1938. On le reprendra. La cité moderne, elle existe toujours. Hein. Elle sera faite en 1960. Et l'idée de cité jardin, de cité moderne, on va essayer de les reproduire. Alors, à Morcinq, c'est important parce qu'effectivement, Franck Bonnefous va réaliser pas mal de choses. Alors, là, on est vraiment dans un décor art déco. Hein. Si vous regardez bien les personnages, ils sont totalement stylisés. Et j'en ai discuté avec un autre historien de l'art. Mais on a toujours cette touche régionaliste. Vous voyez, là-haut, ce décor de frise, c'est toujours le décor région, c'est toujours cette génoise. C'est fabuleux. Ça, c'est Chaillot. C'est vous présenter comment on conceptualise un peu la cité. Les décors alors là, les dessins de Franck Bonnefous sont superbes. Hein. Il ne va pas trahir le décor. On est dans un problème d'hygiénisme, donc effectivement, la piscine, la cistera, la corrida, la course, il y a tout. Hein. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. On passe, c'est pour la vue. Danglade réalise ça en 1940, élève d'Espiau. On réalise aussi des salles des fêtes. Voilà, ça y gosse. Le phare. Hein, le phare qui éclaire un peu la cité, c'est la symbolique. Hein. Voilà. Ça, c'est à Parentis-en-Born. C'est probablement la seule et unique salle des fêtes en béton. C'est vraiment fabuleux. La voici. Là, c'est vraiment la seule et unique salle des fêtes en béton. C'est beau. Voilà. Parce que sur les autres, l'habillage n'est pas respecté. Ouais, là, c'est vraiment un cube très travaillé, très ouvragé, qui mérite une protection. Ça, c'est important parce que je pensais que ce n'était pas du tout art déco. Cette partie est plutôt régionaliste. Elle est plutôt la maison Lambourdine, hein, la grosse ferme, etc. Mais dans les écrits de l'architecte, je l'ai lu récemment, il veut représenter la maison cubique et le phare. Donc ça, c'est récent, c'est une photo qui date de quelques jours. On a découvert par chance aussi des plans. C'est en découvrant les plans qu'effectivement on y découvre la littérature. Ça, ce sont des documents assez exceptionnels qui n'étaient pas connus par le grand public. 5 minutes, on va aller beaucoup plus vite, c'est bien. Labesque, alors donc il est au départ, alors attendez, voilà, ça vous l'avez vu, les plans. Ce qui est intéressant, c'est que André Labecque est d'abord entrepreneur et en 1938, on le voit architecte. Beaucoup d'entrepreneurs sont devenus des architectes. On va vite. Charlier, c'est fabuleux, on va aller très vite. Charlier fait le très beau monument aux morts de Aulnay-Solary. C'est le plus beau monument aux morts art déco. C'est exceptionnel. La pleureuse que vous avez sous vos yeux a été exposée au Salon d'automne de 1925. C'est pas rien d'être exposée au Salon d'automne. C'est une reconnaissance. Elle est très très belle. Alors malheureusement, elle a été énormément nettoyée. Et c'est un vrai ossuaire. On a transporté 27 corps de vrais soldats de la guerre de 14-18. C'est un vrai c'est fabuleux. Je vais vite. Ça, c'est beau. La voilà dans le catalogue, hein, raisonné de 1925. On suit. Voilà. Tout ça, c'est important. Tous ces documents sont importants parce que ça permet la protection. Le soldat qui est entrelacé dans le fer, etc., qui démontre l'humanité, l'humanisme, cette complexité de la guerre. On ne va pas rentrer dans l'art chrétien ou dans l'art, dans la symbolique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais c'est important. À Aulnay-Solary, protéger le monument historique. L'épigraphie, ça, c'est comme un sac. C'est aussi du charlier, c'est un gisant. Et effectivement, le chien, là, je l'ai mis parce qu'effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté qu'effectivement, quand Charlier a fait le monument, un chien est venu, il s'est assis au pied de l'artiste, et l'artiste a voulu absolument
symboliser le chien. On passe, ça c'est du Danglade. Effectivement, déclaration de guerre, effectivement, le résigné abandonne son chantier pour la déclaration de guerre. Fabuleux. On a aussi des monuments funéraires. Alors, on pourrait croire que c'est de l'art déco. Pas du tout. Si, on est encore dans la période art déco, on est en 1957, mais en réalité, le propriétaire voulait absolument une tombe art déco. Voilà une vraie tombe art déco de 1937, qui se trouve à Dax. Alors, il y en a d'autres, hein, parce que moi, quand je fais mes inventaires, je visite les cimetières, mais on ne les voit pas toutes. C'est fabuleux. Voilà, art déco. Il y a aussi, voilà, des garages. Programme HBM, habitat social, mais effectivement, on fait un bâtiment art déco qui se trouvait place Saint-Louis, qui n'existe plus. À Aires-sur-la-Dour, il y a un bâtiment 19e, une pompe qu'on va remanier dans les années 30, dans le style art déco, Aires-sur-la-Dour. Je vais vite. Station-service à 1900 art déco, qui se trouve à 1900, Bonnefous. Le garage Ikea, qui est un programme aussi HBM, mais art déco aussi. La Boère, garage art déco. Voilà. Ça, c'est important, parce qu'effectivement, c'est exposé en 1937 à l'exposition internationale, et la fontaine va être rapatriée à 1900, et on va la retrouver. Ce sont deux danseuses, il y a un joueur de musique, elles sont toutes nues, elles dansent, etc. C'est très très beau. On n'a pas pu les déplacer, il y avait un projet de les déplacer. Voilà. Un square des anciens combattants. Des cinémas. Léon Seul l'Église va réaliser, on sait que c'est Léon Seul l'Église grâce au texte, il réalise le cinéma moderne. Voilà. Alors, il n'existe plus, moi je ne le connais pas. Grâce à des amis, j'ai pu trouver des cartes postales. On le devine, et là vraiment, il est fort possible que c'était vraiment l'unique cinéma art déco. Peyrorade. Voilà. On sait très bien que l'architecte, en réalité, c'était quand même, il était aussi maire, hein, il était étudiant à l'école centrale, etc. Lesbourg a été maire à Peyrorade. Il réalise le cinéma et les piscines art déco. Alors, on va aller très vite. Ça, c'est la Rolls de l'art déco. Voilà. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir l'art déco. C'est fabuleux. 1928, 1927 et 1928. Mies Lacroix veut absolument, etc. C'est important aussi, on va aller très très vite, mais Lise d'Armes, qui était une femme qui tenait salon, c'est la Juliette Récamier, hein. Elle a reçu Picasso, Breton, etc. Et effectivement, tous ces surréalistes sont venus dans le département des Landes, elle les a reçus. C'est important aussi de citer quand même Saint-Martin, parce que Saint-Martin, c'est le personnage qui a introduit tout ce réseau-là. On avait effectivement tous ces... Alors là, ce n'est pas du surréalisme, hein, mais c'est du Saint-Martin. Voilà plutôt de la peinture surréaliste, c'est important. On est en pleine période. Et on a peu de vêtements art déco, mais à Mugron, il y a un chapelier. C'est l'unique chapelier qui fait beaucoup de choses. Et il fait, dans sa vieille réserve, parce que je l'ai visité la réserve, j'y vais maintenant très régulièrement, dans sa vieille réserve, son grand-père, non pas son grand-père, je dis une bêtise, c'est sa mère qui a acheté, mais c'est monsieur Dabadi qui a construit le bâtiment en 1938. En 1930, je dis une bêtise, en 1930, il achète des chapeaux art déco. Attendez, je vais trop vite. Bon, je voulais reparler de Stevens, c'est pas grave. Dans la réserve, il y avait encore des chapeaux cloches. Il me les a sortis justement pour la photo. Ce sont les rares vêtements de tout. Et il les vend? Oui, non, il ne les vend pas. J'ai voulu les jeter, je ne vends pas. Le républicain landais, effectivement, fait référence aux arts décoratifs, c'est intéressant. Je n'ai pas pu le trouver, il y a un catalogue, j'aurais aimé savoir comment justement on pénètre l'art déco dans les Landes. Si je vous avais mis Miles Stevens, c'est parce qu'effectivement, le chapeau cloche, etc., on avait compris. Je vous remercie de m'avoir écouté.